Les tiny house. On en entend de plus en plus parler, hein. Ces petites maisons sur roues qui font rêver. C'est vrai que sur le papier, la promesse est belle. Plus de liberté, moins de dettes, un geste pour la planète. Mais bon, entre le rêve d'une vie toute simple et la réalité, il y a parfois un monde. Alors plongeons ensemble au cœur de ce phénomène pour voir ce qu'il en est vraiment, hein. Alors voilà notre programme. On va commencer par l'idée, la philosophie derrière tout ça. Ensuite, on passera au concret, la technique, les avantages, mais aussi, et c'est un gros morceau, le casse-tête des réglementations en France. On verra ce que ça donne au quotidien et on finira par se demander quel avenir pour ce type d'habitat chez nous. Bon, commençons par le début, les racines du mouvement. Qu'est-ce qui pousse des gens à faire ce choix de vivre dans un espace aussi compact ? Vous vous en doutez, l'idée, elle va bien au-delà d'une simple histoire de mètres carrés. En fait, tout a commencé aux États-Unis. Le monsieur qu'on voit là, c'est Jay Schaefer, un peu le pionnier du truc en 1999. Mais le mouvement a vraiment décollé après la crise financière de 2008. Logique, non ? C'était une solution de logement bien plus accessible. Et puis, ça a traversé l'Atlantique pour arriver chez nous, en France, vers 2013, poussé par cette envie de trouver plus de sens et une conscience écolo qui grandissait. Et au cœur de cette philosophie, il y a un mot, le minimalisme, ou si on veut, la simplicité volontaire. L'idée, elle est assez simple mais puissante. Pour vivre mieux, on enlève des choses, on n'en ajoute pas. On se concentre sur ce qui est vraiment utile, ou ce qu'on trouve beau, comme le dit cette citation. En gros, on garde l'essentiel. Donc voilà, le point vraiment important à retenir, c'est que le mouvement des micro-maisons, ce n'est pas juste une mode de déco ou d'archi. Non, c'est un vrai choix de vie, presque un projet de société qui mise sur la sobriété, l'autonomie et bien sûr un impact beaucoup plus léger sur notre planète. Allez, passons au concret. Techniquement, une tiny house, c'est quoi ? Et surtout, comment ça marche ? Le mot-clé, c'est mobile. Et pour qu'elle puisse bouger, en France, elle doit respecter des contraintes. Et croyez-moi, elles sont très précises. La contrainte numéro 1, celle qui dicte tout le reste, c'est le poids. 3,5 tonnes. Pas 1 kilo de plus, remorque comprise. Pourquoi ? Eh bien pour pouvoir la tracter avec un permis remorque classique sans avoir besoin d'un convoi exceptionnel. Et ça veut dire que chaque choix, de la structure en bois au poignet de placard, est pensé pour être le plus léger possible. Deuxième contrainte, la largeur. 2,55 m maximum. C'est ce qu'on appelle le gabarit routier pour pouvoir circuler sur nos routes. Autant dire que ça change tout pour l'aménagement intérieur. Là, chaque centimètre est optimisé, c'est pas une façon de parler. Et pour finir, la hauteur. Là, c'est moins une loi gravée dans le marbre qu'une contrainte de bon sens. On s'arrête en général à 4,20 m pour être sûr de passer sous la plupart des ponts. C'est un peu le prix à payer pour garder cette fameuse mobilité. Alors, avec toutes ces contraintes de poids, de taille, on pourrait se dire que c'est un peu une cabane améliorée. Mais pas du tout. Ce tableau le montre bien, c'est une vraie maison. La structure est en bois, pour la légèreté bien sûr, mais aussi pour la durabilité. L'isolation est top, aux normes actuelles, pour y vivre toute l'année, et souvent, elles sont super bien équipées pour être économes en énergie, voire complètement autonomes avec des panneaux solaires et tout le touti. Bon, maintenant qu'on a les specs techniques en tête, revenons à ce qui fait rêver. Quelles sont les promesses de cette vie en tiny ? Quels sont les avantages concrets qui attirent autant de monde ? L'avantage numéro 1, le plus évident, c'est l'argent. Regardez ce graphique. D'un côté, un coût moyen de 55 000 € pour une tiny, de l'autre, un prêt immobilier classique sur 20 ou 25 ans. Le calcul est vite fait. C'est une façon d'accéder à la propriété sans s'endetter sur toute une vie. Et ça, c'est une liberté qui n'a pas de prix. Ensuite, évidemment, la liberté de mouvement. C'est le principe même. Pour tous ceux qui ne veulent pas se fixer à un seul endroit, que ce soit pour le boulot ou par choix personnel, c'est la solution parfaite. C'est la maison qui s'adapte à notre vie et plus l'inverse. Et puis, bien sûr, il y a la dimension écologique. Elle est au cœur du projet et s'inscrit parfaitement dans les enjeux de transition actuelle. On pense panneaux solaires pour l'électricité, récupération de l'eau de pluie, traitement des eaux usées par les plantes. Et ce schéma sur les toilettes sèches est un super exemple. On transforme les déchets en ressources, on boucle la boucle. C'est vraiment ça, l'idée. Alors, récapitulons, le rêve est séduisant, la technique, elle, est au point. Mais il reste la grande question, celle que tout le monde se pose. On la met où, sa tiny house ? Et c'est là, malheureusement, que les choses se corsent un peu. C'est vraiment la question à 1 million. Parce que la tiny house, c'est assez nouveau, et du coup, elle se trouve dans une sorte de zone grise juridique. Il n'y a pas une loi unique et claire qui dit « vous avez le droit de faire ça ici ». Non, c'est un puzzle de différentes réglementations qu'il faut essayer de faire coïncider.
Alors, pour y voir plus clair, il faut comprendre une distinction fondamentale. Si on veut juste stationner sa tiny, donc moins de 3 mois par an sur un terrain privé, c'est simple, c'est comme une caravane, pas besoin d'autorisation. Par contre, si on veut s'installer pour plus de 3 mois, là, on change de catégorie. On tombe sous le coup des règles d'urbanisme et il faut une autorisation. Et ça, en général, c'est sur un terrain constructible. Heureusement, une loi a commencé à clarifier les choses, la loi Allure. C'est une vraie avancée, car elle reconnaît que ces habitats légers peuvent être des résidences principales. Et surtout, elle donne aux mairies la possibilité de créer des zones dédiées pour les accueillir, même sur des terrains non constructibles, grâce à ce qu'on appelle des pastilles. Donc concrètement, aujourd'hui, il y a 3 solutions principales pour une installation à long terme. Soit on trouve une commune qui a créé une de ces fameuses pastilles dans son plan local d'urbanisme, soit on loue une parcelle à l'année dans un camping ou un parc résidentiel de loisirs, ou alors, troisième option, on rejoint un des rares villages de tiny house qui commencent à émerger ici et là. Bon, assez parlé des lois et des règlements, passons à la vraie vie. Au quotidien, ça donne quoi de vivre dans si peu d'espace, surtout quand on est une famille avec des enfants? Ce témoignage est super intéressant. C'est une famille de 4 qui a testé pendant une semaine. Et leur première impression, c'est que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, on ne se sent pas du tout à l'étroit. L'espace est tellement bien pensé, avec plein de fenêtres, que ça peut même paraître assez grand et super agréable. Mais attention, il faut rester réaliste. La même famille a aussi listé les petits et gros défis du quotidien. Comment on fait sécher le linge en hiver, par exemple? Le manque d'intimité, avec le besoin d'avoir au moins une pièce qui ferme. Les petits bruits du bois, la maison qui bouge un peu quand quelqu'un se retourne dans son lit. Et puis, il y a l'organisation. Il faut être hyper rigoureux sur le rangement. Et bien sûr, vider les toilettes sèches tous les 2 ou 3 jours. Ces photos, elles résument parfaitement tout ça. C'est l'art du compromis. On a un espace de vie qui est super malin, multifonction, mais à côté de ça, la salle de bain est minimaliste. Vivre dans une tiny, au final, c'est bien plus qu'une question de logement. C'est vraiment un changement total de ses habitudes et de sa façon de penser son quotidien. Bon, maintenant qu'on a une image un peu plus nette, entre le rêve et la réalité, quel avenir pour ce mouvement en France? Est-ce que c'est juste une mode qui va passer ou une vraie tendance de fond? Un signe qui ne trompe pas, c'est que le secteur devient de plus en plus pro. Aujourd'hui, on a plus de 50 constructeurs spécialisés en France. Et la demande, depuis 2020, elle a littéralement explosé. Ça montre bien qu'on n'est plus dans une petite niche de quelques passionnés, le marché est en train de se structurer, de devenir sérieux. Et pour finir, revenons à cette question. Aujourd'hui, on fait face à une crise du logement et à une urgence écologique majeure. Et la tiny house, elle apporte des pistes de réponse intéressantes. Elle consomme moins de terrain, moins de matériaux, elle est plus flexible. Alors, simple effet de mode ou le début d'une révolution de notre façon d'habiter? La question, elle, reste ouverte.